My mother's first generation Puerto Rican. My father comes from Haiti. Yeah. Do you feel that that's in your art? Genetically? Yeah, genetically or Yeah, I guess so. culturally. I mean, from your. Culturally? I mean, for instance, Haiti is of course famous for its art. Yeah, that's why I said genetically, because I've never been there. Yeah. And, and I grew up in, a pretty typical American vacuum, Quand j'avais 16-17 ans, c'était la ville de tous les possibles, New York. C'est la ville où si on avait un peu d'intérêt pour l'art ou même seulement pour la musique, c'était la ville où, je sais pas, c'était la ville où une autre vie semblait possible. Moi en fait, je viens d'un milieu familial où l'art n'existait pas. Même si on m'a donné le prénom d'un peintre qui était Pierre-Paul Rubens, j'aurais préféré qu'on m'appelle que ça vienne de Pierre-Paul Pasolini, mais bon, c'était Rubens. Il n'y avait pas d'ouverture sur la culture. Je suis né en Belgique en périphérie d'une petite ville. C'était bien avant Internet, avant le téléphone portable, avant tout ça. Enfin, moi, j'étais passionné de musique. Un peu après, j'ai commencé à être passionné par l'art. Mais c'était la musique, un enfant du rock, comme on dit, un enfant du punk. Et les informations, elles arrivaient de Londres en une semaine. De New York, c'était un mois ou deux. Je me revois encore mettre des billets de francs belges dans des enveloppes, qu'on envoyait à une adresse, on ne savait même pas si c'était la bonne. Et puis après, 3 mois après ou 4 mois après, on recevait un fanzine où on recevait le journal qu'on avait commandé, etc. Bon, et c'était toujours vers New York. Mais je m'éloigne de la question. Donc pourquoi New York ? Ben voilà, pour tout ça, parce que c'était ce qui nous faisait rêver d'un autre monde, comme aurait dit Téléphone un peu après, que j'aimais pas du tout. Ce qui fait une des forces, je pense vraiment, du documentaire que vous nous avez présenté ce soir, c'est le nombre de protagonistes que vous avez réussi quand même à interviewer, qui étaient directement dans l'entourage de Basquiat. Ouais. C'est aussi bien les analyses aussi, plus des collectionneurs et des musées. Tout ça, ça vous a demandé combien de temps déjà pour réaliser un peu ce travail, et surtout, comment est-ce que vous avez retrouvé tous ces gens ? Est-ce que c'est une communauté qui existe toujours, qui est principalement toujours new-yorkaise et active ou On va dire qu'il y a la moitié des intervenants que je connaissais à titre personnel, déjà les avoir interviewés, d'aller boire des verres, d'aller manger avec eux quand j'étais à New York, ça faisait partie de mon environnement, et une autre moitié que j'ai découvert et que j'ai cherché. Je n'ai pas fait ça tout seul, hein, j'avais une super équipe autour de moi. On a essayé de retrouver, de contacter, de convaincre d'être dans le film, parce que voilà, il y avait cette volonté d'aller dans le sens des thèmes que j'ai donnés, donc il nous fallait les bonnes personnes pour en parler. Vous avez été donc complètement libre sur le montage du film, et vous nous commencez donc le documentaire sur cette phrase un peu choc qui moi m'a vraiment énormément surprise, parce que vous commencez avec ce témoignage de Basquiat qui dit qu'il a grandi dans le grand vide américain, ouais. Alors qu'en fait tout est pétri quand même de références absolument, enfin c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Ah, c'est ça qui vous a gêné? Ça m'a pas gêné, ça m'a décontenancé. Non, parce que le début du film a énormément choqué l'entourage de Basquiat, en fait. Ils ont pas la famille que je sache, mais si on prend tous ses amis du début, ils m'ont quand même tous fait la remarque. Ils m'ont dit Pierre-Paul, tu connais bien le sujet et tout, tu connais la problématique de cette archive, on comprend pas pourquoi tu l'as placé là en ouverture du film en plus, etc. J'ai dit mais justement c'est le côté controversé de cette archive, c'est le racisme latent qui se trouve dans l'interview. Ce que j'espère, c'est que quand on arrive à la fin du film, à la fin du documentaire, on se dise « Ah oui, mais tout était dans la première minute, en fait. » C'était...
Ce que je trouve aussi très bien mis en valeur, en tout cas dans le documentaire, c'est un peu toutes les influences, tout ce qui est toute la culture qui imprègne en tout cas Basquiat. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, d'après vous, plus importantes, des influences qui sont plus marquantes et qu'on retrouve davantage dans son œuvre ou qui ressortent? Il a commencé à peindre sur des toiles en 80, 80 on va dire. Il meurt en 88, donc on va dire qu'il a une carrière de peintre de 7 ans, 8 ans. Et il peint autant de toiles durant sa carrière que Picasso pendant toute sa carrière. Alors que Picasso était un fou de travail. Donc forcément, tout ne peut pas être égal. C'est sûr. Non, mais il y a quand même quelque chose de très digéré et il y a des messages sûrement qui sont plus importants que d'autres et qu'on doit retrouver un peu dans ces toiles. On parle toujours de l'influence de la musique, etc. Et c'est vrai que c'est hyper important et qu'on peut faire une relecture, et même une relecture politique de l'œuvre de Basquiat à travers ce qu'il emprunte à la musique. Ça, c'est une certitude. Mais moi, ce qui m'a frappé, je le savais déjà, mais je n'en avais pas peut-être capté toute l'importance, c'est dans son œuvre l'importance de l'histoire des droits civiques aux États-Unis. Et c'est vraiment présent dès le début jusqu'à la fin. Vous pensez à des toiles en particulier Jim Crow, évidemment, oui. Mississippi. Celles-là, on les voit effectivement dans le... Il y en a énormément. Je cite celle-là, mais... Est-ce que tout ce qui est en lien avec plus sa culture portoricaine ou haïtienne, c'est des choses qu'on retrouve aussi de manière évidente tout au long de ses toiles? Il était complètement coupé de la culture haïtienne par son père. Son père voulait qu'il soit américain. Et à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. C'était la quête d'identité, le fait qu'il soit... que ses parents ne soient pas américains, mais qu'ils n'aient pas voulu lui transmettre la culture, leur propre culture. C'est un sujet qui m'a toujours touché et qu'on retrouve dans plusieurs de mes documentaires. Et on m'a raconté une anecdote que moi je trouve assez intéressante, qui en dit long. C'est ça doit être vers 83, je dirais 84, il cherche à se rapprocher de cette culture haïtienne, surtout. Parce que Porto Rico, il y était retourné pendant une année avec son père, quand il était jeune adolescent, et puis il avait pris l'habitude d'y retourner de temps en temps sur cette île dont on parle dans le documentaire. Mais Haïti, il n'avait pas de porte d'entrée. Et dans sa vie nocturne et dans sa vie de personne pour qui la drogue avait une importance capitale, il se fait qu'il rencontre une bande de dealers haïtiens qui lui vendent ce dont il a besoin. Et les dealers sont assez choqués du fait qu'il est haïtien mais qu'il ne connaît pas Haïti. Donc cette bande l'aurait pris sous sa coupe pour bien contrôler sa consommation certainement, mais aussi dans le but de lui transmettre une culture haïtienne. Et ça c'est quelque chose... Enfin, on me l'a raconté, j'ai entièrement confiance dans la personne qui m'a raconté ça, mais c'est dans aucun bouquin, quoi. Mais par contre, on ne pouvait pas mettre ça dans le film, parce que là... C'est un voyage qui n'a jamais été effectué. Il ne s'est jamais rendu à Haïti. En Haïti, officiellement, non. J'avais une question à vous poser sur la position de Basquiat. Enfin, ce qu'on se représente de Basquiat de manière générale, ça, il me semble que chez Basquiat et à travers cette culture noire, il y a le fait que, plus que simplement être noir, il est new-yorkais. Je pense que là, c'est un bon résumé, en fait. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un New-Yorkais avant d'être un Américain, de toute façon. J'aimerais rebondir sur ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, par rapport à pourquoi, en fait, Basquiat et vous avez quelque chose en commun, en fait, de votre enfance, du fait que peut-être, je pense à cette notion de transclasse et qu'est-ce qui a vraiment créé Basquiat.
Est-ce que c'est vraiment cette colère, ou est-ce que c'est justement cette colère que son père avait, qu'il n'a pas pu exprimer? Donc est-ce qu'en fait c'est vraiment son père qui a créé Basquiat? Les deux parents, chacun à leur manière, ont créé le génie, ont créé... Désolé, je ne vois pas d'autres mots. Ont créé le monstre et ont créé l'addiction. Sans les deux parents, on peut enlever les 3/4 de l'œuvre de Basquiat, parce que ça veut dire que sans le père, il y a toutes les références à la musique et toutes les références au jazz qui sautent, et tout le côté référence à l'histoire de l'art, et en partie des références caribéennes, j'ai l'impression que ça vient plutôt de la mer. Donc c'est énorme, cette influence des parents pour quelqu'un qui était en pétard constamment avec... Enfin, qui était dans un conflit permanent avec son père, même s'il se côtoyait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et puis cette mère qui a disparu trop vite, même si elle était encore vivante. Et je pense que c'était une blessure énorme pour lui. Et pour répondre à la petite question personnelle, voilà, moi je viens d'une famille d'immigrés, d'ex-Yougoslavie, avec un père qui n'a jamais voulu me transmettre quoi que ce soit de cette culture, au point de créer des conflits entre nous. Et il voulait, comme le père de Basquiat, qui voulait que son fils soit un pur américain. Moi, mon père voulait que je sois un pur belge, et que je fasse surtout pas de politique, que je fasse pas de remous, etc., que je sois sous les radars, quoi, voilà. Et je pense que c'est ce genre de choses qui crée une crise d'identité plus ou moins forte chez les gens et qui les pousse à aller plus loin, à faire des recherches, faire des films, faire des livres, faire des disques, etc. Voilà.